Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Positive Leadership, le podcast qui vous aide à progresser en tant que personne, que dirigeant et enfin en tant que citoyen au sens le plus large du terme. Mon invité d'aujourd'hui, le journaliste et militant Hugo Clément, est l'une des grandes voix du mouvement écologique en France aujourd'hui. Après s'être distingué sur le petit écran pour son engagement envers le bien-être animal, la protection de l'environnement dans des émissions comme le Petit Journal, le Quotidien, il est aussi davantage connu depuis 2019, notamment comme présentateur de l'émission Sur le Front, sur France 5, où il expose en pleine lumière des scandales environnementaux, des projets industriels destructeurs et bien d'autres sujets d'actualité. En tant que militant, Hugo a formidablement réussi à mobiliser les gens qui le suivent et il plaide pour un changement urgent. Il a par exemple obligé la chaîne de supermarchés Leclerc à cesser de vendre du requin renard. L'an dernier, en 2022, il a créé sa propre entreprise de médias indépendante, Vaquita, pour informer, soutenir des causes et permettre à des gens, à tout le monde finalement, d'agir, de passer à l'action. Hugo, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast du Leadership Positive. Ravi aussi, merci beaucoup, très content d'être là. Alors, tu es né à Strasbourg en 1989 et tes parents, si j'ai bien compris, étaient professeurs de sociologie. Oui. Alors, quel est le souvenir que tu gardes de ton enfance? On a tous des images et au-delà des images, on a aussi souvent des attitudes, des fois des valeurs qu'on partage ou pas d'ailleurs, et de ses parents, voire même une vision du monde. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que toi tu as finalement, qu'est-ce que tu incarnes ou pas, que tu as pris de cette enfance? Je pense qu'on prend tous et toutes de nos parents, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même des choses qui se transmettent. Je pense que ce que j'ai hérité de mes parents avant tout, c'est la curiosité pour comprendre le monde et décrypter les relations entre les gens. Mes parents sont profs de sociologie, donc c'est la science humaine qui consiste à décrypter les rapports sociaux. Et je pense que cette curiosité d'essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre le monde, me vient quand même de là. Et puis, je pense aussi que j'ai hérité de mes parents un amour et un plaisir à être dans la nature. Mon père est quelqu'un de très marin. Marin, il est né à Oran, en Algérie. Donc, il a grandi au bord de l'eau. Il a commencé à faire de la chasse sous-marine très jeune. Aujourd'hui, il a un voilier sur lequel il passe beaucoup de temps, donc il est très attaché viscéralement à la mer et à l'océan. Et ma mère, elle est plus tournée vers la montagne. Elle a fait du ski à assez bon niveau. Elle a passé beaucoup de temps en montagne, hiver comme été. Et donc cet émerveillement face à la beauté de la nature et face à la force de la nature et de l'importance de la préserver, je pense que il y a quand même une graine qui a été plantée par mes parents pendant mon enfance. Et tu es plutôt mer ou tu es plutôt montagne ou tu es les deux? Moi, je suis vraiment les deux. J'ai un bon équilibre entre mes deux parents. Non, j'habite à Biarritz aujourd'hui, au bord de l'océan. Donc, c'est devenu mon environnement quotidien, on va dire. J'emmène les filles à la plage après l'école. Donc, c'est vraiment un lien quotidien avec cet élément-là. Et j'aime beaucoup l'eau. Je suis très à l'aise dans l'eau, j'aime beaucoup nager, plonger, etc. Mais en même temps, l'hiver, j'apprécie aussi d'aller faire du ski de rando, des sorties en raquette. De l'escalade aussi en montagne? De l'escalade, non. J'en fais comme ça pour m'amuser, mais c'est pas du tout un sport que je pratique assidûment. Mais par contre, tout ce qui est glisse. Et sport d'hiver, le ski de rando, j'ai vraiment adoré cette pratique-là. Donc un bon mélange des deux. Et sinon, dans la vision du monde, peut-être aussi? Dans la vision du monde, oui. Comme je disais, cette curiosité et puis l'envie de comprendre les mécanismes derrière les grands phénomènes sociaux, quoi. Et puis le goût du débat aussi. Mon père et ma mère, d'ailleurs, étaient à un moment militants dans des partis politiques, le Parti socialiste à l'époque, pour rien ne cacher. Et donc, il y a toujours eu à table des échanges, des débats, parfois houleux, parfois tendus. Mon père, il a vraiment ce goût du débat et ce goût de l'argument. Et moi, mon adolescence a été façonnée par ça, par les débats enflammés avec mon père, où j'essayais de prendre des positions inverses des siennes, comme tous les adolescents, face à son père, pour se construire. Et donc je pense que j'ai hérité quand même aussi de ce goût pour l'échange. Parfois même l'échange un peu musclé. J'ai pas peur de défendre des positions. De savoir débattre. Le fait de débattre et de savoir discuter les arguments et présenter les siens et exactement. avoir des points de vue différents, comme on dit. Exactement. Alors tu as déjà raconté évidemment sur
pas mal de podcasts, d'émissions, comment tu avais décidé à faire du journalisme. Je pense qu'au départ, tu disais, je pense que tu souhaitais faire un travail intéressant qui te ferait bouger et éviter de rester derrière un bureau. Alors, ceci dit, on peut être postier, on peut être un commercial, on peut être un coach sportif. C'est vrai. Mais toi, tu as décidé d'être journaliste. Donc, pourquoi C'était vraiment le goût de l'aventure. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de métiers qui permettent d'être dehors et de faire des choses. Ouais. Mais moi, je voyais le journalisme parce qu'il y avait un autre rituel à la maison, c'est que mes parents regardaient le journal de 20h de France 2 tous les soirs. Et donc, je regardais le journal de 20h de France 2 tous les soirs avec mes parents et j'ai des souvenirs d'enfance très présents sur les grands événements que j'ai suivis avec mes parents devant le journal de 20h de France 2, notamment le 11 septembre 2001. Je me rappelle très précisément de cette scène-là. Voilà, et je voyais en fait ces reporters qui étaient chaque semaine dans un endroit différent, au cœur de l'actualité, là où il se passait quelque chose, dans des pays très lointains ou d'ailleurs pas si lointains, mais en tout cas dans cette émulation de l'actualité. Et ça m'a donné envie en fait d'être à leur place et moi aussi de parcourir le monde et d'aller voir ce qui se passe. C'est encore une fois cette curiosité, je pense, qui s'exprimait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mes études supérieures, moi mon angoisse c'était de me retrouver avec un boulot de cadre dans un bureau, avec des horaires, derrière un ordinateur. C'est vraiment quelque chose qui me faisait peur et qui me fait encore peur aujourd'hui. Je tiens pas trop en place très longtemps. Et donc, je me suis tourné vers le journalisme. Et puis, quand j'étais au lycée, il y a eu une période assez agitée socialement. C'était l'époque du contrat première embauche de Dominique de Villepin, où il y avait des grands mouvements sociaux. Et donc, moi, lycéen, je participais à ces grandes manifs. Je voyais tout ça. Et je voyais les journalistes travailler, en fait. Je voyais les journalistes dans les manifestations, dans les moments parfois un peu chauds, et je me disais c'est quand même un métier qui est cool, quoi. On est payé pour raconter ce qui se passe, pour regarder ce qui se passe, et donc voilà, ça a été la motivation première. Pour être tout à fait honnête, c'était pas du tout une motivation, on va dire, sur le fond du métier. Je me disais pas je vais défendre la démocratie, c'est un métier indispensable au fonctionnement démocratique. J'avais pas ces réflexions là au début quand j'ai eu envie de faire ce métier. C'était vraiment le côté pour l'aventure, l'adrénaline, le fait de dire j'allais être au cœur d'une action au quotidien qui allait me stimuler, quoi. Exactement. Et puis c'est devenu, après, en découvrant ce métier, en faisant des stages, j'ai aussi commencé à apprécier et à comprendre l'importance de ce métier dans une démocratie. Aussi. Bien sûr. Et que c'était un vrai métier aussi, et que ça s'apprenait. On va revenir là-dessus, Hugo, bien sûr. Alors, et à quel moment, notamment dans ton parcours, tes expériences personnelles, professionnelles, t'es venu cet engagement pour les questions environnementales et sociales? Alors, tu nous as parlé un peu de tes parents, évidemment, qui t'ont ouvert, j'ai l'impression, l'esprit. Mais est-ce que tu veux parler un petit peu de ce parcours, de cette découverte qui fait qu'à un moment donné, ça a allumé en toi un début d'envie de combat, quoi, voire peut-être une vocation en disant tiens, le journalisme, au-delà du fun et de l'action, j'ai quand même une direction que je vais lui donner autour de ces combats-là. Ouais, complètement. C'est venu à travers mon métier, en fait, et à travers les reportages que j'ai été amené à faire, où je me suis retrouvé à être témoin de choses, de destruction de l'environnement ou d'événements qui m'ont fait prendre conscience de ce qui se passait, en fait, tout simplement, parce que j'entendais parler de l'environnement comme tout le monde, avec une oreille un peu distante. Ça m'intéressait pas plus que ça, pour être honnête. Et quand je vois les gamins aujourd'hui au lycée qui sont très au courant de ce qui se passe, très engagés, alors pas tous, au sein des générations, tout n'est pas homogène, mais oui, il y a quand même un niveau de connaissance de ces enjeux qui est très élevé. Moi, avec mes potes au lycée, je parlais pas du tout d'environnement, de climat, de biodiversité. Ça me passait complètement au-dessus de la tête. Et donc c'est vraiment à travers mon métier, ce métier qui nous donne quand même la chance incroyable d'aller voir de nos propres yeux ce que les autres ou la plupart des autres voient à la télévision ou lisent dans les articles, et donc je me rendais compte que partout où j'allais, en France ou à l'étranger, il y avait des problématiques environnementales, il y avait des catastrophes qui étaient en cours. J'ai été amené à rencontrer aussi des scientifiques, des experts qui m'ont aidé à construire un un peu culture sur ces questions-là. Et puis sur la question des animaux plus particulièrement, parce que mon engagement est venu aussi à travers cette question-là. Il y a mon frère, mon grand frère Xavier, qui a joué un rôle parce qu'il a depuis très longtemps été sensible à cette question beaucoup animale. Il m'a offert un livre qui s'appelle Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran-Foer, qui a été vraiment un déclic pour moi. Et puis là encore, mon métier m'a amené dans des lieux que je ne connaissais pas, où je n'imaginais absolument pas ce qui se passait, à savoir les élevages intensifs, à savoir les abattoirs, à savoir les bateaux de pêche industriels. Et de le voir de ses propres yeux, forcément, ça crée quelque chose. Ça crée
un passage à l'action. Et on va reparler de ce passage à l'action. Alors, dans ce podcast, Hugo, j'ai le plaisir d'accueillir un autre Hugo, d'ailleurs, journaliste. Hugo Décrypte. Voilà, Hugo Travers. Que tu connais, j'imagine. Que je connais bien et pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il a réussi à construire un truc super. Ouais, on a eu de très bon échange tous les deux. Et une des choses dont on a parlé, bien sûr, c'est que l'information, aujourd'hui, elle est disponible partout, sur les réseaux sociaux. On parlait juste avant de démarrer de ChatGPT, de l'IA générative. Ouais. Et qu'il existe des milliers, voire des dizaines de milliers d'articles sur tous les sujets, finalement. Mais il reste encore difficile, finalement, pour les jeunes de trouver des informations indépendantes. Des informations dites impartiales. On pourra en parler de ça. On pourra en parler. C'est quoi l'impartialité, si elle existe dans ce monde? Et exact, ou en tout cas, qui ont un niveau de vérification sur l'intégrité des sources qui tiennent la route. Et qui correspondent à cette génération de jeunes aussi dans la manière dont ils souhaitent s'informer. Alors, à ton avis, dans quelle mesure c'est un vrai problème, ce problème de cette information et de la qualité, de l'intégrité de cette information disponible pour la masse des personnes, et les jeunes en particulier? Et est-ce que dans ton travail, ta mission que tu t'es donnée, finalement, tu t'assignes un niveau d'exigence, et lequel, pour y contribuer? Moi, je pense qu'on a la chance de vivre dans un pays, la France, où on a une presse libre. Et ça, quand on va dans d'autres pays où c'est pas le cas, on se rend compte que c'est quand même une chance. On a quand même un niveau global d'information qui est assez qualitatif, à mon sens. En France, on échappe globalement au phénomène de censure, on échappe au phénomène d'ultra-concentration. Évidemment, il y a une forme de concentration qui se met en place, mais on a quand même des médias publics, des médias privés, des médias indépendants. Tout le monde peut trouver son compte. À 20h le soir à la télé, on a le choix entre mettre TF1, C8, TMC, Arte, France 5. Ou arrêter sa télé. Ouvrir les réseaux sociaux, ouvrir les plateformes indépendantes. Donc, il y a quand même une offre qui existe et ça, c'est une chance. Après, moi, pour les questions qui me concernent, à savoir les questions environnementales, il y a un problème de place accordée à ces sujets. C'est-à-dire que on continue, à mon sens, aujourd'hui, à donner une place très importante à des sujets qui sont un peu anecdotiques par rapport aux enjeux auxquels on fait face, et à donner une place trop peu importante aux sujets qui sont simplement des enjeux de survie pour notre espèce, à savoir le climat et la biodiversité. On en parle de plus en plus, on en parle de mieux en mieux, on en parle de plus en plus souvent, et ça, il faut le saluer, il faut saluer les efforts des médias qui font ces changements, mais dans les masses médias, les médias qui touchent le plus de monde, ça reste quand même un sujet qui n'est pas le sujet majoritaire et qui n'est pas le sujet principal. Après, sur l'information et sur le danger des fausses informations ou des informations mal sourcées, en fait, ce qui pose problème, c'est que c'est à la fois un problème, à la fois une chance, c'est qu'on a accès à tout. On a accès à tout. C'est-à-dire qu'il existe tout. Il existe des informations de bonne qualité, il existe des médias un peu complotistes qui racontent un peu n'importe quoi, et on a accès à tout. Donc ce qu'il faut savoir faire, c'est faire le tri. Et là, moi je veux rendre un peu justice aux jeunes générations, parce que ce que je constate autour de moi, c'est que c'est pas forcément les plus jeunes qui se font le plus avoir par les fausses informations. On l'a vu notamment pendant le Covid. On l'a vu notamment pendant d'autres actualités un peu chaudes, où parfois c'est les gens de 50, 60 ans qui justement ne maîtrisent pas forcément les codes de la nouvelle information, des réseaux sociaux, qui ont parfois du mal à faire le tri entre ce qui est fiable ou pas, qui se font autant, voire plus avoir que les jeunes. Donc on a souvent cette image du jeune qui croit tout ce qu'il lit, alors que c'est pas vrai. Les jeunes ont plutôt tendance à avoir une forme de distance vis-à-vis de ce qu'ils voient sur les réseaux, parce qu'ils connaissent les travers des réseaux et l'esprit critique. Donc le danger, il existe pour toutes les générations, et c'est une question d'éducation. Il faut éduquer les gens aux médias, leur apprendre à identifier une source fiable d'une source plus contestée, ou d'une source qui maîtrise moins ou qui vérifie moins ces informations. Et ça, c'est compliqué, c'est pas facile. C'est compliqué. Et en même temps, probablement aussi d'être ouvert au fait d'écouter, de regarder différentes sources d'informations médias très différents. D'arriver à sortir de sa bulle. Et ça, c'est vrai que souvent, c'est un peu monolithique aussi. On a tous des routines, et on se dit tel média, telle lecture, telle chose. Et les réseaux sociaux accentuent ça. C'est-à-dire que la logique algorithmique des réseaux sociaux, et on le voit tous, moi, j'ai que des vidéos qui arrivent sur mon fil sur l'environnement, les animaux, parce que je regarde ça, parce que j'interagis avec ça, et donc on me propose, et c'est logique. Comment tu fais pour lutter contre ça? J'essaye d'aller suivre parfois, d'aller regarder ce que disent certains médias avec qui je partage pas la ligne éditoriale. J'essaye de sortir aussi de ma bulle. J'ai fait l'objet d'une polémique récemment parce que je suis allé débattre à Valeurs Actuelles, qui est un journal très à droite, avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, avec qui je ne partage pas grand-chose politiquement, mais je trouve ça intéressant
d'aller se confronter à des gens qui ne pensent pas comme vous. Comme tu disais avec tes parents autour de la exactement, table, c'est l'essence même du débat, d'aller dans des lieux Ouais. qui a priori vous sont hostiles ou en tout cas qui ne vous ressemblent pas, et c'était le cas à l'heure actuelle. Et j'ai trouvé ça très enrichissant et très intéressant. Et je pense que c'est important de casser ces bulles parce qu'effectivement, sinon vous avez l'impression d'être dans un monde où tout le monde est d'accord avec vous, où tout le monde pense la même chose. Totalement. Et vous avez une vision complètement déformée de la société. C'est la pensée unique. Et ça, sur les questions exactement, c'est la pensée unique. Et sur les questions d'environnement, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que quand vous êtes globalement CSP+, un cadre qui a des amis sensibles à la nature, qui mange équilibré, qui fait attention au bio, etc., vous avez l'impression que tout le monde est comme vous autour de vous. Mais c'est pas du tout le cas. Le niveau d'information de la population générale sur les enjeux environnementaux est encore très très loin de ce qu'il faudrait qu'elle soit. Et donc on prend des choses pour acquises qui ne le sont pas du tout pour la majorité des gens. Donc il faut réussir à casser ces frontières-là, à sortir de sa bulle et à réussir à parler à tout le monde, surtout quand on est journaliste. Alors justement, Hugo, tu es journaliste, mais tu es aussi entrepreneur. Et il faut le dire, journaliste entrepreneur. Et en novembre 2022, tu as créé ta propre organisation média qui s'appelle Vaquita. Alors, est-ce que c'est pour casser les codes ? Et d'abord, commençons par le nom. Pourquoi ce nom qui paraît inhabituel ? D'où vient-il en fait ? Alors, vaquita, ça vient d'un animal qui s'appelle le vaquita. C'est un petit cétacé, un marsouin. On appelle aussi le marsouin du Pacifique. D'accord. Qui ressemble à un petit dauphin, mais en beaucoup plus petit. Et qui vit uniquement dans la mer de Cortés, donc le golfe de Californie au Mexique. Oui. Dans une toute petite zone, ça fait quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres carrés. Il ne vit que là. Et il n'en reste qu'une dizaine. Oula. 10. Voilà, une dizaine en tout et pour tout, et encore certaines estimations plus pessimistes disent plutôt 5-6. Donc on est vraiment sur une espèce qui est au bord de l'extinction, qui malheureusement risque de disparaître à très court terme, mais qui en même temps symbolise l'espoir et la résistance parce que il y a notamment l'association Sea Shepherd qui mène des missions pour protéger les derniers survivants, pour retirer les filets de l'eau, pour empêcher que les vaquitas soient tués par les filets. Et donc c'est à la fois un symbole de ce qu'on fait nous au monde, mais de ce qu'on peut aussi faire pour le défendre et pour essayer de le réparer et de le préserver. Voilà, donc je trouvais que c'était quelque chose qui était symbolique et qui en plus sonne bien. Donc voilà. Alors chez Vaquita, j'ai bien compris, mais tu vas en parler bien sûr. Vous êtes un petit groupe de journalistes, vous réalisez des enquêtes, mais ce qui vous démarque réellement, c'est la façon dont vous faites le lien entre ces enquêtes et puis surtout des actions très concrètes que les gens peuvent ensuite entreprendre par eux-mêmes. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une frustration au début de ma carrière de journaliste, quand j'ai commencé à travailler, c'était l'impression de subir l'information, non seulement moi, mais de faire subir cette information aux téléspectateurs ou au public. De parler de quelque chose de grave, de triste, parce que malheureusement, souvent, notre métier nous amène à parler des choses qui ne vont pas bien. Souvent, il y a une fameuse expression qui dit on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle des trains qui arrivent en retard, et c'est assez vrai, et c'est normal. Et donc, on peut avoir le sentiment d'être impuissant, en fait, de se contenter de raconter ce qui se passe, et puis le lendemain, on passe à autre chose. Et puis rien n'a changé. Et du coup, vous avez le sentiment, vous en tant que journaliste, en tout cas c'est moi le sentiment que j'avais, de servir à rien, c'est-à-dire de donner des informations, mais au final rien ne change. Et avec Vaquita, ce qu'on a essayé de faire, et ce que je fais aussi dans les émissions sur le front, sur France 5, c'est de proposer aux gens des actions, de leur dire voilà le problème, et voilà une piste de solution. Voilà une piste ou plusieurs options. Une piste ou plusieurs options. On n'a pas vocation à être exhaustif, c'est impossible, mais en tout cas de proposer au moins quelque chose, de dire voilà, si ça vous choque, si vous trouvez que cette situation est anormale, voilà ce que vous pouvez faire, entre autres, pour agir sur cette situation. Et ça permet de redonner le pouvoir un peu aux gens, de leur permettre d'arrêter de subir uniquement. Et moi, je pense que l'espoir se trouve dans l'action. C'est-à-dire que si vous voulez garder espoir, rester optimiste, je te rejoins. Il faut être dans l'action et le mouvement. Et si vous vous contentez de subir quelque chose, forcément, ça rend pas très heureux. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple concret, récent, ou qui tient à cœur de pistes d'action que tu as lancées et à laquelle tu as des échos et des réponses? Exemple très concret, on a fait une série documentaire sur l'histoire de Shaina, qui est une jeune fille de 15 ans qui vivait à Creil et qui malheureusement a été tuée par son ex-petite amie. En tout cas, son ex-petite amie est accusée de l'avoir tuée, de l'avoir brûlée vive, notamment pour des questions de réputation, parce que certains garçons lui avaient construit une réputation de fille facile, donc c'est une histoire tragique. On a enquêté sur cette histoire, on a rencontré ses parents, on les a suivis au long cours jusqu'au procès, on a tout fait pour mettre en lumière médiatiquement cette histoire parce qu'ils n'avaient toujours pas de date de procès 3 ans après les faits. Depuis, il a été jugé il y a quelques jours, il a été condamné aux assises pour assassinat et condamné à 18 ans de prison. Et
Et moi, je me sentais pas de me contenter juste de faire ça. Je savais que cette famille était en souffrance, évidemment, hein, c'est inqualifiable ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent, mais étaient aussi en difficulté financière parce que les parents n'arrivaient plus à travailler. Vous vous rendez compte, ils ont perdu leur fille dans un crime aussi atroce. Le grand frère de Shaina, Yassine, qui est un gars assez incroyable, portait tout seul sur ses épaules la famille entière, y compris financièrement. Et on s'est dit tout simplement, on va faire une cagnotte de solidarité, on va récolter de l'argent et on va les aider à traverser cette période, à essayer de se projeter sur l'avenir et à les sortir de cette mauvaise passe financière, parce qu'évidemment rien ne peut réparer la souffrance qu'ils ont, mais au moins de les aider à aller de l'avant financièrement et à relâcher la pression qu'ils ont sur les épaules. Et on a récolté, je crois en quelques jours, quasiment 50 000 euros pour cette famille, ce qui est énorme, ce qui va leur permettre de voir les années qui viennent un peu plus sereinement, et en tout cas les mois qui viennent plus sereinement. Et voilà, et certains journalistes vont vous dire: t'es sorti de ton rôle, Hugo. C'est pas ton rôle de journaliste. T'es censé informer et c'est pas à toi de récolter de l'argent parce que tu sors de la neutralité, de l'objectivité. Évidemment, on crée des liens affectifs. On n'est pas objectif quand on parle de cette affaire. Forcément. Et moi, je pense que personne ne l'est. Alors profondément humain. Mais tu prends une action quasiment aussi dans ce cas-là, dans cet exemple-là, qui est un exemple tragique, évidemment horrible, presque associatif, j'allais dire. Bien sûr, c'est une forme d'action associative, mais je pense que ça peut aussi être le rôle de certains médias, pas forcément tous, mais moi, c'est comme ça que je vois le rôle de Vaquita. C'est de dire, on vous raconte cette histoire, et si vous êtes touché par cette histoire, on vous propose d'agir concrètement, et c'est du concret, quoi. Ça change la vie de cette famille, ça leur permet d'être plus serein. Et au moins, après ce reportage, on a fait quelque chose de positif, on a changé les choses. Clairement. On leur rend pas leur fille, on répare pas les souffrances, mais on apporte une petite pierre à l'édifice pour essayer que ces gens puissent se projeter dans l'avenir. Qui leur donne un peu de résilience également. Exactement. Et de force par rapport et j'ai pris cet exemple, mais je pourrais en prendre plein d'autres, notamment sur la question environnementale. Mais à chaque fois, on essaye de proposer quelque chose. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le journalisme engagé, c'est un journalisme de l'engagement, c'est-à-dire de l'action. Alors, j'aime bien le terme journalisme d'impact. Voilà, parce que le critère pour moi, c'est quel impact ont les reportages ou les enquêtes qu'on fait. Alors c'est un mot qui résonne très fort en moi, comme tu sais peut-être on a parlé, parce que je suis très passionné par tout ce qui est l'économie de l'impact aussi, les entrepreneurs de l'impact, et qui touche à plein de sujets qui concernent l'environnement, le social, l'inclusion. Alors on va revenir justement à des grands choix sur la partie environnementale, Hugo, et peut-être parler un petit peu du végétarisme. Tu as parlé tout à l'heure rapidement en introduction d'un livre qui t'avait marqué, je crois que je sais pas si c'est ton frère qui te l'a... C'est mon grand frère Xavier qui me l'a offert. Qui l'a offert, et je crois que pendant 26 ans tu avais mangé, tu l'as dit, absolument beaucoup de viande, de poisson, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Et puis en 2019, tu as tout arrêté. Je crois. D'abord la viande et ensuite le poisson. D'abord la viande, ensuite le poisson. Et puis tu as publié ton premier livre, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, et en expliquant pourquoi alors. Alors j'ai arrêté avant 2019. J'ai publié en 2019, j'ai arrêté 3 ou 4 ans avant. D'accord. Alors pourquoi le livre? Après tu as parlé un petit peu du fait que tu allais sur le terrain, tu as vu des choses aussi qui t'ont marqué, je pense. Et comment tu as pu intégrer ça dans ton hygiène de vie, hein, littéralement au quotidien, quoi, que c'est devenu maintenant ta manière de vivre, hein, je suppose. Maintenant j'y fais même plus attention, ça fait partie de moi. Pourquoi j'ai ressenti le besoin d'en parler? Parce que ça a vraiment été un choc pour moi en fait de découvrir l'envers du décor et de découvrir comment était produit la viande et le poisson qu'on mangeait. Comme tu le disais, pendant 26 ans de ma vie, je me suis pas posé la question, je ne me demandais pas du tout d'où venait ce qui se trouvait dans mon assiette, et ça me dérangeait pas plus que ça. Et puis en lisant ce bouquin, en allant moi-même dans un élevage intensif, j'en ai fait des dizaines des élevages intensifs maintenant, en rencontrant des ouvriers d'abattoirs, en parlant avec eux, en rencontrant aussi des spécialistes de l'intelligence animale qui m'ont sensibilisé sur la complexité de l'intelligence animale et à quel point on est proche d'eux en fait, et à quel point on a des points communs avec eux. Et ça a vachement rebattu les cartes. Et quand je suis ressorti de cet élevage de porcs, où j'ai vu ces centaines de cochons entassés dans des petits enclos sans aucun accès à l'extérieur, hein, ce qui représente 95% de l'élevage de porcs aujourd'hui en France, hein, c'est de l'élevage en bâtiment fermé sans accès à l'extérieur, avec ces truies dans des cages individuelles où elles peuvent même pas bouger, même pas se retourner. Je suis sorti de là, je me suis dit c'est pas normal ce que je viens de voir, c'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de normal, et la prise de conscience était enclenchée, et une fois que vous faites ce chemin-là, c'est difficile de rembobiner et de se dire non, j'annule tout, je veux pas savoir. Et donc j'ai ressenti le besoin d'en parler parce que je suis convaincu que notre rapport aux animaux aujourd'hui, il est nourri par notre méconnaissance de la situation. On sait
On sait qu'il y a des élevages un peu crades, on sait, mais on veut pas trop le savoir finalement. Ça nous arrange bien de pas trop en parler, de pas avoir trop d'informations. Souvent, la réaction des gens quand vous leur montrez des images que j'ai filmées dans ces élevages-là, ils vont non, je veux pas voir ça, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas normal. On veut l'ignorer. Au fond de nous-mêmes, on sait qu'il y a un problème. Et donc, je pense que l'information c'est capital sur ce sujet-là, parce qu'il faut expliquer aux gens ce qui se passe et il faut expliquer aux gens la réalité de ce qu'est l'élevage aujourd'hui et de ce qu'est la pêche aujourd'hui. C'est non seulement l'élevage, un secteur qui dégage 14% des émissions de gaz à effet de serre du monde, c'est énorme. C'est le premier facteur de déforestation, notamment en Amazonie. C'est le premier facteur de perte de biodiversité au niveau des insectes, avec l'usage des pesticides, sachant qu'entre 70 et 80% des sols agricoles dans le monde sont destinés aux animaux d'élevage. Donc en fait, une fois qu'on prend conscience de tout ça, on se dit qu'il faut agir et qu'il faut faire quelque chose. Ça passe pas forcément par devenir végétarien. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre. Je pourrais être vegan en plus. Je suis pas encore vegan, je suis végétarien. Ça passe par simplement réduire sa consommation aussi. Et moi, je pense que le message qu'on doit passer, et celui que j'essaye de passer, c'est celui-ci, c'est il vaut mieux avoir des millions de gens qui réduisent de manière importante leur consommation que quelques milliers de véganes. En termes d'impact sur les animaux, en termes d'impact sur nos écosystèmes, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, j'essaye d'être dans la bienveillance et d'être dans l'information. Parce qu'une fois qu'on sait, comment ça se passe, on est conscient du choix qu'on fait. Exactement. On fait nos choix en connaissance de cause. Et il y a une formule d'Albert Einstein que j'aime bien qui dit ceux qui ont la chance de savoir ont le devoir d'agir. Voilà. C'est une très belle formule. Et je sais plus si c'est exactement ça, mais en gros c'est ça l'idée. Ceux qui ont la chance de savoir ont le devoir d'agir. Et je trouve que ça résume bien l'approche que j'essaye d'avoir sur ces questions-là. Alors justement, juste pour continuer sur ce sujet, dans le fameux bouquin de Jonathan Safran Foer, Eating Animals, je pense qu'il citait, tu en as parlé, mais 3 raisons majeures sur ce problème finalement du traitement des animaux. D'abord l'impact environnemental dont tu as parlé, clairement, sur l'impact CO2. Deuxième impact, c'est le traitement des animaux eux-mêmes. Troisième impact, tu n'en as pas encore parlé, c'est la santé humaine aussi, l'impact sur la santé humaine, parce qu'on commence un petit peu à en parler. Il y a des datas des études aussi qui circulent. Alors j'en parle jamais en premier parce que moi ça n'a pas du tout été un facteur pour moi. J'étais pas en mauvaise... Je mentirais aux gens si je disais que depuis que je suis végétarien, tout a changé. Globalement, ma santé était bonne avant, elle est bonne aujourd'hui. Je touche du bois, j'ai la chance d'avoir une santé qui me permet d'être bien dans ma peau. Donc pour moi, c'était pas un critère. Voilà, j'ai pas arrêté de manger de la viande et du poisson pour ça. Mais ceci dit, oui, il est prouvé maintenant, notamment pour ce qui concerne la viande rouge et la viande transformée, que ce sont des produits qui augmentent le risque de certains types de maladies, les maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers. Ça, c'est plus à prouver. La littérature scientifique est très claire là-dessus pour tout ce qui est viande rouge et viande transformée. Il est prouvé aussi que de la viande de mauvaise qualité n'a pas des qualités nutritionnelles qui sont très 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 bonnes et que un des leviers pour améliorer la santé publique, c'est de végétaliser l'alimentation. Ça ne veut pas dire de supprimer complètement les protéines animales, parce que ça serait faire mentir les scientifiques. C'est pas ce qu'ils disent, mais en tout cas, ils disent de réduire la part des produits animaux et d'augmenter la part des fruits et légumes. Et d'ailleurs, on dit souvent, oui, mais vous, les végétariens, les véganes, vous avez des carences, il faut manger de la viande, etc. Bon, ça, rien n'est plus faux quand vous êtes un végétarien et que vous avez un régime équilibré. Parce que vous pouvez être végétarien et avoir un régime déséquilibré. Si vous mangez que des pâtes, du riz et des frites, vous n'allez pas être en bonne santé, ça c'est sûr. Mais on pointe souvent du doigt les véganes et les végétariens en disant vous avez des carences. Or, quelle est la principale carence aujourd'hui dans la population générale ? C'est la carence en fruits et légumes frais. C'est la carence en vitamines, c'est la carence en fibres. Et c'est pour ça qu'on a des campagnes de publicité depuis quelques années, les fameux manger 5 fruits et légumes frais par jour, etc. Parce que les médecins savent bien que le gros problème de nutrition aujourd'hui, c'est qu'on mange trop de produits transformés, trop de viande, trop de produits gras, sucrés et salés et pas assez de fruits et de légumes frais. Donc ça devrait être en fait une priorité de nos politiques, d'essayer de réajuster cette part dans notre alimentation, d'autant plus que en termes de santé publique, les impacts sont énormes. Un des principaux fléaux aujourd'hui de santé publique, c'est l'obésité et le surpoids aux États-Unis notamment, en Amérique du Nord. En France aussi, on a quasiment, je crois, la moitié des hommes qui sont en surpoids aujourd'hui. On sait ce que ça provoque derrière. Et un des leviers pour ça, c'est de végétaliser l'alimentation. Alors, pour autant, et on va finir, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, pour autant, cette cause, elle est loin d'être mise en œuvre par la
plupart d'entre nous, j'allais dire, et des personnes. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui manque dans soit cette prise de conscience, soit ce passage à l'action comme toi tu l'as eu, pour généraliser la tendance? Parce que j'ai même cru comprendre il y a 3 semaines, ou je sais plus, que la consommation de viande avait encore augmenté 3% en France, si je ne me trompe pas. Je me rappelle ce chiffre qui avait été cité. Oui, en fait, la consommation de bœuf diminue, mais la consommation de poulet augmente. Donc ça leur semble la balance globalement. Mais ce qui manque, il y a plusieurs choses. C'est ce que Romain Espinosa, qui est chercheur en économie au CNRS, qui travaille sur la question animale, évoque comme étant le paradoxe de l'exploitation animale. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? C'est que d'un côté, si vous demandez aux gens dans la rue, est-ce que vous êtes pour ou contre faire du mal aux animaux, vous n'allez pas trouver beaucoup de gens qui vous disent je suis pour faire du mal aux animaux. Puis si vous le trouvez, peut-être qu'il faut appeler la police, parce qu'en général c'est jamais bon signe. Mais donc si vous trouvez quelqu'un qui revendique cette souffrance, éloignez-vous. Mais la plupart des gens sont contre faire du mal aux animaux. Bien sûr. Voilà. Et pour autant, la plupart des gens participent à un système à travers leurs actes de consommation qui fait souffrir les animaux. L'élevage intensif fait souffrir les animaux. On tue 3 millions d'animaux par jour en France. 3 millions d'animaux par jour. 3 millions. Donc c'est énorme. La pêche détruit les écosystèmes, fait souffrir les poissons. Il n'y a aucune législation qui existe sur la souffrance des poissons, alors qu'on sait aujourd'hui qu'ils souffrent comme nous, qu'ils ressentent aussi la souffrance, et que quand vous les remontez dans un filet, ils asphyxient. C'est comme si nous on se noyait. Et donc comment expliquer ce paradoxe? Romain Espinosa, il explique qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'ignorance sincère, c'est-à-dire que une bonne partie des gens ne savent pas ce qui se passe, ne savent pas comment ça se passe dans les élevages et ce qu'implique leur choix de consommation. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler la dissonance cognitive, c'est-à-dire une contradiction entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et donc, on va essayer d'arranger un peu ce qu'on pense pour que ça colle avec ce qu'on fait. Se conforter. Se conforter. Et puis après, il y a plein d'autres choses, on pourrait en parler très longtemps. Je peux évoquer notamment la question de l'empathie. Il y a 2 types d'empathie. Il y a l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire je ressens ce que tu ressens. Là, Jean-Philippe, si tu fais un malaise devant moi, je vais appeler les pompiers, je vais te mettre en position latérale de sécurité, je vais te mettre un peu d'eau sur le front, parce que ta souffrance, ou en tout cas ton mal-être, va se transférer à moi. Ça, c'est l'empathie émotionnelle. Et puis ensuite, il y a l'empathie cognitive. C'est pas je ressens ce que tu ressens, c'est je comprends ce que tu ressens. J'arrive à me mettre à ta place. Et ça fonctionne avec les choses qu'on ne voit pas. Et c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'enclencher l'empathie cognitive que d'enclencher l'empathie émotionnelle. Si vous voyez un chien dans la rue qui souffre ou qui est en train d'être battu, vous allez intervenir. En revanche, de savoir qu'il y a un cochon qui est en train d'être égorgé en ce moment même, au moment où on se parle, dans un des abattoirs à côté de chez nous, on a du mal à se mettre à sa place et on a du mal à enclencher cette empathie-là. Donc ça peut être une explication, et c'est pour ça que ça passe par ce que font les associations, de montrer les images pour arriver à créer de l'empathie émotionnelle sur les choses qu'on ne voit pas et à activer cette empathie-là. Et puis ensuite, il y a aussi une forme, je pense, de discours d'un certain nombre de militants qui peut être un peu trop injonctif et qui est du coup mal reçu par le public. C'est ce qu'on appelle l'effet de réactance, c'est-à-dire en France on est très fort pour ça, c'est-à-dire que quand vous me demandez de faire quelque chose, juste pour vous emmerder, je vais faire l'inverse, parce que j'ai l'impression que vous essayez d'attaquer ma liberté, que vous voulez me supprimer un choix, et alors le sentiment de perdre sa liberté, c'est tellement insupportable qu'on ferme les oreilles, on n'écoute plus les arguments, on devient même et on devient réfractaire, parce qu'on a le sentiment de se défendre et de défendre sa liberté. Et c'est pour ça qu'il faut éviter le discours trop injonctif. Il faut pas dire voilà ce que tu dois faire, il faut dire voilà comment ça se passe, voici les informations que j'ai à ma disposition, et tu choisis en âme et conscience. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Bon, ça reste un très gros sujet, et on va parler maintenant d'autres moments très forts, je pense, dans ta vie aussi sur le terrain. Hugo, tu as connu en enquêtant des moments historiques comme la traque des auteurs de Charlie Hebdo ou le tremblement de terre au Népal, je crois, en 2015. Alors, est-ce que ces moments-là, ou d'autres d'ailleurs, dont tu as parlé peut-être publiquement ou pas, t'ont marqué d'une manière, j'allais dire, décisive? C'est-à-dire, on a tous un petit peu dans sa vie, c'est un des auteurs que j'ai eu sur ce podcast, appelle en anglais des crucibles, des moments qui te façonnent, des moments très forts qui laissent une marque indélébile dans qui tu es, ton identité et ce que tu vas faire. Pour le coup. Là, du coup, tu passes la partie cognitive et tu passes à l'action. Est-ce que tu as un moment comme ça que tu peux partager qui t'a... Ouais, il y en a eu beaucoup. Voilà. Après, effectivement, l'attaque du Bataclan et les attentats de Paris en novembre 2015, ça a été un moment très marquant pour moi.
J'étais au Petit Journal à l'époque, et donc on a été parmi les premiers journalistes à arriver devant le Bataclan. On a fait toute une émission spéciale dessus, et ça a été un moment qui était très très difficile, très fort, émotionnellement, et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est dans ce genre de moment aussi, évidemment il y a eu le séisme au Népal, et il y a eu d'autres événements, mais c'est dans ce genre de moment en fait qu'on prend conscience que l'objectivité pour moi n'existe pas en fait chez les journalistes, parce que on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, et évidemment vous êtes influencés par les émotions que vous ressentez, vous êtes influencés par les gens que vous rencontrez, avec qui vous pouvez tisser des liens, que ce soit rapide ou sur le long terme, mais évidemment vous êtes influencés par ce que vous êtes, par ce que vous pensez, par votre parcours personnel. Donc ce serait malhonnête de dire aux gens nous sommes totalement objectifs et nous ne nous laissons jamais influencer par ce que nous sommes. C'est faux. Oui. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à maîtriser sa subjectivité, d'arriver à faire en sorte que notre subjectivité ne déborde pas sur la manière dont on traite l'information. Et c'est pour ça que pour moi, il ne s'agit pas d'être objectif, il s'agit d'être honnête. Et c'est très important, c'est de ne pas tordre la réalité, de ne pas modifier les faits pour qu'ils collent à ce que vous pensez. Parce que là, c'est plus du journalisme, là on est dans de la manipulation, on est dans du récit fictionnel, on n'est plus dans du journalisme. Mais tant que vous racontez factuellement ce qui se passe, que vous ne travestissez pas les faits, je pense qu'on peut assumer une part de subjectivité et qu'on peut dire que oui, sur tel ou tel sujet, effectivement, moi quand je vais dans un élevage porcin, oui je suis touché, oui je suis peiné, oui je suis émotif à cette idée-là, et évidemment cette émotion va influencer la manière dont je vais raconter cette histoire, et c'est plutôt sain en fait, parce qu'on est des humains. Donc en fait, il y a un journaliste qui exprime ses émotions, qui exprime ses émotions, en tout cas qui ne les cache pas tout le temps, qui peut les assumer, et donc qui explique ses choix quelque part. Qui explique ses choix, et je pense que c'est pas du tout contradictoire avec la pratique d'un journalisme de qualité, d'un journalisme factuel, et que les deux peuvent très bien aller ensemble. Cohabiter ensemble. Alors on a parlé un petit peu ensemble pour poursuivre un peu cette discussion du journalisme, de son évolution tout à l'heure, de l'intégrité des informations, des fameuses fake news dont on parle. Et à l'heure, évidemment, de cette IA à la fois, j'allais dire, sous toutes ses formes, ce qu'on appelle multimodal, que ce soit les mots, que ce soit la vidéo, que ce soit la parole, la voix. Enfin, on le voit dans le dernier Indiana Jones, d'ailleurs. Ce que ça peut faire. Je l'ai pas vu encore. Non, je l'ai pas vu non plus, mais en fait, bon, en gros, ils ont rajeuni Harrison Ford. On arrive à remettre des voix d'acteurs il y a des années aussi. Il y a eu un peu ce film aussi, moi j'ai au cinéma de Van Kilmer aussi sur sa vie. Bon, c'est à la fois effrayant, et de l'autre côté, c'est assez incroyable. Donc c'est difficile de filtrer à la fois ces images, ce contenu. Et donc, quelle est ta réflexion là-dessus en termes finalement de journalisme responsable? Est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'il y a une forme de gouvernance du journalisme? Parce que tu vois, on parle de l'IA. Alors moi, je travaille dans une grande société de technologie, Microsoft, et on est au cœur de cette discussion avec les différentes administrations du monde entier, dans tous les pays, sur la gouvernance de l'IA, qui est quelque chose d'absolument nécessaire. On est totalement d'accord. Parce que ce pouvoir, il ne doit pas appartenir à des sociétés, il doit appartenir à des États, des démocraties qui ont un point de vue là-dessus. Et justement, sur ce point de vue, il y a des préparations de textes en cours, notamment sur l'information également. Et la manière dont l'IA va agir, cette information. Quel est ton point de vue, toi, en tant que professionnel de ce métier? Moi, je suis pas du tout un expert de l'IA, donc je veux pas m'aventurer sur un terrain que je maîtrise pas, mais je pense qu'il faut pas avoir peur par principe d'une technologie. Le débat qu'on a avec l'IA aujourd'hui, on l'a eu aussi avec les réseaux sociaux quand ils sont apparus, sur le bouleversement de l'information et la multiplication des sources, etc. On l'a eu avec la TNT, quand tout d'un coup on est passé de quelques chaînes à des dizaines de chaînes. Donc faut pas avoir peur d'une technologie, il faut s'assurer qu'elle ne déborde pas sur le fond du métier, et qu'elle ne parce qu'aujourd'hui, moi ce que j'en ai vu, c'est que l'IA raconte aussi un peu n'importe quoi par moment. Elle peut halluciner, comme on dit. Elle peut inventer des citations, inventer des choses. Quand elle n'a pas de réponse, elle a tendance à en inventer. Donc ce qui d'un point de vue de l'information pose évidemment beaucoup de problèmes. Et puis je pense qu'il y a quelque chose que l'IA aura du mal à remplacer, c'est le travail de terrain, qui de fait est un travail physique. Le journalisme, c'est avant tout du travail de terrain.
terrain. Certes, il y a du journalisme écrit qui peut se faire depuis un bureau en passant des coups de fil, mais l'essence même de ce métier, en tout cas celle que je défends, c'est d'aller sur le terrain. Donc toi, tu passes beaucoup de temps sur le terrain. Moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps en tournage, pour voir, pour enquêter, pour savoir ce qui se passe, parce que c'est une chose d'être sur Google Maps, etc. Puis c'est une autre chose d'aller vérifier, d'aller voir ce qui se passe. Et ça, pour l'instant, l'IA ne peut pas remplacer ce travail-là qui est essentiel. Et voilà, encore une fois, comme je le disais, il faut pas en avoir peur. Ça peut avoir un intérêt, ça peut accompagner aussi le journalisme, ça peut peut-être accélérer certaines tâches qui étaient pas très qualitatives et pas très intéressantes pour les journalistes et leur permettre de dégager du temps sur autre chose. Donc pourquoi pas, mais c'est sûr qu'il faut l'encadrer. Et encore une fois, je connais très mal cette technologie, donc je suis pas du tout expert de tout ça. Bon, la prochaine fois qu'on se revoit, tu me parleras de ton expérience avec ChatGPT à tes côtés. Il faut que j'essaye. Pour t'aider et t'assister dans ton job, pas pour le remplacer évidemment. Moi, je suis à l'ancienne, j'écris tous mes textes tout seul, tous les livres tout seul. À la plume non, sur l'ordinateur quand même, mais j'ai jamais essayé d'avoir recours à l'IA pour l'instant. On en reparlera dans quelques mois ensemble. En fait, sur le front, tu parcours le monde, tu vas sur le terrain comme tu dis, tu rencontres des hommes, des femmes qui luttent pour défendre la planète. On a parlé déjà de plusieurs causes importantes, notamment sur la cause animale et toutes ses implications santé, environnementale. Il y a également lié à cela quelque part toute la problématique de l'agriculture, ou de réinventer l'agriculture. J'avais récemment d'ailleurs le podcast Lucie Bache et on parlait de ça parce qu'elle, au-delà des gâchis alimentaires évidemment, où elle s'est embarquée en tant qu'entrepreneur à impact depuis des années à faire quelque chose qui a un très gros impact et qui grandit, elle se mobilise beaucoup maintenant sur ce sujet-là. Quel est ton point de vue et quels sont peut-être justement les témoignages, ton expérience terrain où tu es allé voir des tas de choses au-delà des problèmes posés, sur peut-être des voies possibles, sur cette nouvelle forme d'agriculture entre guillemets responsable, voilà, et qui est un gros enjeu économique et social aussi, donc bien sûr, pour toutes les personnes qui doivent en vivre, qui en vivent pas forcément. Évidemment. En fait, ils existent déjà ces agriculteurs ou ces paysans, parce que beaucoup préfèrent qu'on utilise le terme paysan qu'agriculteur. Il y a déjà des milliers d'hommes et de femmes en France et partout dans le monde qui mettent en pratique une agriculture respectueuse du vivant, qui utilise peu ou pas de pesticides, qui s'appuie sur les haies, sur les arbres, sur ce que le sol peut apporter, sur la conservation du sol, etc. Donc en fait, ces gens existent, c'est juste qu'ils sont pour l'instant minoritaires, peu présents aussi dans les médias, on les met peu en lumière, et c'est pour ça que nous, avec Sur le Front, on met beaucoup en lumière, on passe beaucoup de temps à mettre en lumière les agriculteurs qui mettent en place des méthodes de production vertueuses, et puis surtout ils sont écrasés aussi, et c'est la réalité, il faut le dire, par un lobby économique de gros agro-industriels, notamment représenté par la FNSEA, qui est le syndicat agricole majoritaire et qui défend un modèle basé sur les pesticides et sur la productivité, toujours plus, des exploitations toujours plus grosses, et que les petits paysans ont du mal à se faire entendre au niveau politique, ont du mal à obtenir les soutiens politiques, et que les décisions prises au niveau de l'Union européenne comme au niveau de la France favorisent systématiquement les plus gros agriculteurs. D'ailleurs, parfois on peut se poser la question, est-ce que ce sont encore des fermes, est-ce que ce sont encore des exploitations agricoles, ou est-ce que c'est devenu une production industrielle. Donc de toute manière, on va pas avoir le choix, puisque ce système, il ne profite à personne. Il ne rend pas plus heureux les agriculteurs. C'est une des professions où il y a le taux de suicide le plus élevé. Il les rend pas plus riches. Il les rend pas en meilleure santé, parce que les premières victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs, ce sont les gens qui les manipulent. Et il y a énormément d'exemples dans le milieu agricole de gens qui malheureusement souffrent et meurent des pesticides, de l'exposition aux pesticides. Il rend pas service aux consommateurs, parce que les produits qui sont cultivés par l'agriculture industrielle ne sont pas de bonne qualité. Il rend pas service au sol, parce que l'exploitation intensive des sols détruit la vie, détruit la fertilité des sols. Il rend pas service pour l'érosion, puisque moins il y a d'arbres, moins il y a de haies, plus le sol fertile s'érode. Il rend service à personne en fait, ce système-là, sauf à quelques industriels qui en profitent d'un point de vue économique. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un modèle agricole qui nous permet de nous inscrire dans la durée, qui est compatible avec le changement climatique, qui est compatible avec les problèmes de biodiversité, ou est-ce qu'on veut un modèle agricole qui s'entête dans le modèle intensif et qui, à terme, va détruire notre agriculture? Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Les rendements sont en train de plafonner. Parfois même, ils diminuent. On va avoir des problématiques d'eau. Donc il y a certaines cultures qu'on ne va plus pouvoir faire, ou en tout cas plus de la même manière. Et il faut aussi voir pourquoi on cultive. Pourquoi on cultive autant de terre et pourquoi on cultive autant de surface?
on en revient à la question précédente, c'est pour l'élevage intensif. Ouais. Les premiers consommateurs enfin peut-être pas les premiers, mais en tout cas une grosse source de consommation des céréales en France aujourd'hui, une très grosse part, c'est les animaux des élevages intensifs. Le blé, le maïs, le soja qu'on importe d'Amazonie est destiné très majoritairement aux animaux. Donc il faut repenser ce système agricole, se recentrer sur les cultures vivrières dont l'homme a besoin, retrouver une souveraineté alimentaire aussi, parce qu'aujourd'hui on s'est hyper spécialisé dans certains domaines, notamment les céréales, mais aussi la production de viande et de lait en France. Très dépendant sur le reste. En revanche, les fruits et légumes, on en importe 50%. 50%. Sur les fruits, je crois que c'est même plus de 60%. Donc on est dépendant de l'étranger pour des cultures qui sont indispensables à notre quotidien. Alors qu'on exporte dans le même temps énormément de blé, énormément de maïs, énormément de viande, de lait. Il faut revenir à une production plus locale qui permet de nourrir les populations localement et avec ce que la nature peut nous offrir sans qu'on soit obligé de la tapisser de produits phytosanitaires tout au long de l'année. Voilà, c'est du bon sens en fait. Non, c'est bon sens. Mais pardon, je finis, Jean-Philippe, là-dessus parce que c'est important. Et on ne peut pas mettre la responsabilité sur les agriculteurs. Bien sûr. Et ça, je le dis parce que souvent, on nous reproche de faire de l'agribashing, etc. Les agriculteurs seuls ne peuvent pas changer ce système. Bien sûr. C'est un choix de société qu'on doit faire. Un choix politique. Un choix politique. Il faut qu'on accepte, en tant que société, de mettre de l'argent sur la table pour aider les agriculteurs qui sont dans un système intensif à en sortir, à transformer. Ça coûte de l'argent. Les haies, c'est bien joli, les haies, c'est très utile, il en faut. Mais ce sont les agriculteurs aujourd'hui qui les entretiennent, qui payent ces frais-là d'entretien. C'est pas forcément normal, alors que c'est toute la société, tout l'écosystème qui en profite. Donc il faut aussi qu'on accepte, en tant que société, d'accompagner les agriculteurs, y compris financièrement, vers un système plus vertueux. C'est sûr qu'on ne peut pas les laisser en leur lançant des injonctions contradictoires. D'un côté, débrouillez-vous pour être rentable, et puis de l'autre, débrouillez-vous pour être écolo, parce que souvent, ça rentre en conflit, quoi. On leur demande de porter cette très grosse responsabilité, évidemment. Bon, c'est un sujet gigantesque, et tu traites quand même un certain nombre de ces grands sujets, et on l'a vu tout à l'heure, des sujets aussi dramatiques à titre personnel. Et on arrive vers la fin du podcast, Hugo, malheureusement, le temps passe très vite. Et j'aimerais me poser des questions plus personnelles finalement, parce que quand on vit intensément, et je le sens face à toi là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur un écran, on est tous les deux dans la même salle, avec les émotions que tu ressens, donc les situations que tu as vécues, tu continues de vivre au quotidien et qui font que tu t'engages dans ce journalisme finalement, de l'action. Comment tu arrives à conserver ton énergie positive ? Moi, c'est un de mes gros sujets du leadership positif. C'est pour ça que j'ai créé ce dialogue. C'est de comprendre comment mes invités trouvent au fond d'eux-mêmes, physiquement, émotionnellement, cognitivement aussi, j'en ai parlé, la force de garder finalement un engagement positif pour faire changer les choses et de ne pas se laisser happé, j'allais dire malheureusement entraîné par un pessimisme ou un cynisme dans certains cas qu'on voit les gens, qui fait qu'on s'arrête, on est paralysé, on ne fait plus rien, ou on ne fait que critiquer mais on ne passe plus à l'action. La réponse, elle se trouve dans ta dernière phrase. C'est le passage à l'action qui permet, je pense, de rester optimiste et de rester heureux. Quand on subit une situation, quand on a l'impression de ne pas pouvoir la changer, on se rend malheureux. Et donc moi je pense que la solution pour rester heureux, optimiste et motivé, c'est de faire quelque chose. On a tous et toutes soit un peu de temps à donner, soit un peu d'argent pour ceux qui n'ont pas de temps, pour soutenir les associations, pour agir concrètement sur le terrain aux côtés des gens qui s'engagent, pour essayer de faire changer les lois, pour prendre quelques minutes avec son association à écrire des mails aux députés pour leur demander de s'engager sur tel truc. Voilà, il y a plein de choses à faire, d'engagements concrets qui apportent beaucoup d'espoir et beaucoup de bonheur. Je pense sincèrement que d'agir, ça apporte vraiment du bonheur et ça permet de pas être dans le pessimisme. Et puis après, moi, les recettes pour être heureux et motivé, elles sont très simples. Elles sont aller me balader, aller marcher le long de la plage avec mes filles, aller en forêt, aller m'émerveiller devant une vallée en montagne où je peux regarder pendant 1 heure, regarder la vue sans bouger. Enfin, je pense que les réponses, elles sont dans la nature en fait. On fait partie de la nature. Souvent, on dit la nature comme si c'était quelque chose
d'extérieur de nous. C'est ce qu'on a tendance à faire, nous, l'homme. On met la nature loin de nous. On vit dans des villes où la nature est quasiment effacée. Et de retrouver en fait notre place dans cette nature, parce qu'on a une place dans cette nature. Souvent, on reproche aux écolos de vouloir mettre la nature sous cloche et de dire qu'il y a les hommes d'un côté, la nature de l'autre, et puis il faut pas toucher la nature. Moi, c'est pas ma vision. On fait partie de la nature. Et d'y aller, d'y passer du temps. Alors, c'est pas toujours facile pour les gens qui sont en ville, etc. C'est compliqué. Ils n'ont pas forcément le temps ni les moyens de s'éloigner. Mais moi, j'ai fait le choix de vie de vivre dans un endroit où il y a la nature accessible tout le temps, partout, parce que ça fait énormément de bien. Et la dernière ça te ressource et tu ressens que ça me ressource. Et puis la dernière chose, c'est que l'écologie, c'est rien d'autre pour moi qu'un combat pour le droit d'être heureux, le droit de boire de l'eau potable, de respirer un air qui nous rend pas malade, d'aller se promener en forêt quand on a besoin de se déstresser, d'envisager un avenir pour ses enfants. C'est le droit au bonheur, l'écologie. Et je pense que les personnes engagées, les personnes sensibles à ces questions ont le droit d'être heureux et d'être heureuses, et qu'il n'y a pas de raison que eux se minent le moral pendant que ceux qui s'en fichent continuent à profiter de la vie. Voilà, je pense qu'on a besoin d'avoir des gens engagés pour l'écologie qui sont heureux et qui expliquent que ce qu'on veut, c'est un monde heureux en fait. Voilà, et on peut être heureux un peu différemment. On peut être heureux pour s'assurer que ce bonheur dure longtemps et ne s'arrête pas dans quelques décennies parce que notre planète va devenir invivable. Et puis quand vous avez des enfants, je pense que c'est aussi un moteur d'engagement. On n'a pas le choix. Voilà, on est là, on est dans cette situation, on a hérité de cette situation. Il faut qu'on essaye de faire ce qu'on peut pour la changer. Ça marche pas. Tant pis, on aura essayé et on pourra se regarder dans la glace dans quelques années et quand ma fille me demandera qu'est-ce que t'as fait papa, je pourrai lui dire j'ai essayé de faire quelques trucs, j'aurais pu faire plus mais j'ai au moins essayé quelque chose, et je pense que c'est vraiment important d'être dans cette démarche là. Écoute, c'est presque une conclusion avant ma toute dernière question, mais j'ai adoré la manière dont tu as incarné cette joie que je ressens en te voyant, en t'écoutant dans ton métier, quoi, dans ce que tu fais au quotidien, ce qui est fabuleux. Alors moi je suis un peu quelque part aussi un militant de notre domaine sur le changement d'état d'esprit des leaders, et je dis que les leaders, on les trouve quel que soit le niveau hiérarchique, dans quelque organisation ce soit. C'est pas forcément le patron de telle grande boîte, c'est telle personne dans une association, c'est telle personne dans une mairie, une collectivité locale, c'est un agriculteur, c'est autre, mais qui a un état d'esprit dans lequel il va connecter sa mission profonde avec l'impact positif qu'il peut avoir dans le monde, quel qu'il soit choisi. Et tu as parlé tout à l'heure de journalisme impact, donc on se rejoint, je crois, pas mal là-dessus. Moi, j'ajoute le terme positif. Ouais, bien sûr. Et ce que je ressens fortement, et tu l'as dit, et on en comprend les mécanismes d'ailleurs, c'est que l'information, le monde des médias, quand même, se nourrit énormément de nouvelles tragiques, négatives, pessimistes, parce que notre cerveau fonctionne ainsi, on sait tous, et que c'est le sentiment de peur qui fait que notre cerveau va se mobiliser à être plus attentif, malheureusement, bien sûr, que quand on leur présente des témoignages de gens qui sont à la fois heureux, qui font des choses incroyables et qui changent le monde. Alors, est-ce que tu as un peu d'optimisme pour ce journaliste, pour qu'il y ait un peu plus de... Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est vachement important, effectivement, d'arriver à montrer aussi les belles histoires et à montrer aussi, en fait, surtout les solutions, quoi. Parce que souvent on a l'impression qu'on est face à un mur et qu'on sait pas quoi faire et qu'il n'y a pas de solution. Mais si, il y a des solutions pour quasiment tous les problèmes auxquels on est confronté. On sait faire des bâtiments différemment, on sait construire de manière plus responsable, on sait faire de l'agriculture de manière plus responsable, on sait se déplacer en polluant moins, on sait faire tout ça. C'est juste qu'il faut faire passer ces solutions à l'échelle industrielle, à l'échelle macro, et pour ça il faut les mettre en lumière, quoi. Et moi ce que j'adore dans Sur le Front, c'est aller rencontrer les entrepreneurs, les industriels français qui se battent pour transformer une industrie. Récemment, j'étais avec l'ancien patron de Saint-Gobain, qui était un grand patron du CAC 40 et qui maintenant a lancé une start-up qui s'appelle Usage, où il fait du nettoyage d'emballage consigné. Voilà, où une bouteille de verre, au lieu de l'acheter, il les récupère, il la nettoie, il la re-remplit, ce qui permet de réduire vachement le volume de déchets. Moi, je trouve ça formidable, en fait, et je trouve qu'on devrait parler de ces gens tout le temps et dire regardez ce qu'ils arrivent à faire, et il faut les accompagner. Et c'est pareil pour les agriculteurs. Le nombre de gens incroyables que je rencontre qui trouvent des solutions pour réduire les produits phytosanitaires, pour avoir un impact positif sur leur environnement. J'ai envie de crier sur tous les toits, de dire mais invitez-les dans toutes les émissions et parlons d'eux. Et c'est le cas pour toutes les industries. Et effectivement, c'est notre responsabilité de médias de les mettre plus en lumière.
Écoute, c'est fabuleux et je ne manquerai pas de t'inviter du coup dans ma communauté associative qui s'appelle Avec Live for plaisir. Good, où on a des centaines de ces entrepreneurs-là et que l'on souhaite voir éclore et qui sont en train d'éclore avec des solutions très concrètes à ces grands problèmes, enjeux et opportunités pour notre planète et nous tous. Un grand merci Hugo, ça a été un Merci grand à plaisir toi, de c'était se super. rencontrer pour un super dialogue. Merci. Merci beaucoup. Merci.